24 heures après l'attentat qui a visé le camp militaire de Tombouctou, le ministre de la Sécurité, le général Sada Samaké, effectue une visite de terrain. Sur place, il a rencontré aujourd'hui les forces de sécurité et les autorités administratives et politiques de la région. Quant au président de la République qui se trouve depuis ce matin à Paris, il a réagi face à cette situation. Pour IBK, rien ne saurait perturber l'agenda que s'est fixé le Mali pour le retour de la paix. La rentrée des classes est pour le 1er octobre, à quelques jours de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Parents d'élèves, élèves, enseignants et autorités scolaires s'activent pour la réussite de cette retrouvaille. Le grand format de cette édition est culturel. Nous ferons gros plan sur deux hommes de culture. Il s'agit de Maïmouna Hélène Diarra et de Ténéma Sanogo dit L'Accident, deux comédiens hors pair, un dossier à retrouver en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Sachez tout d'abord qu'après avoir pris part aux travaux de la 68e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite de travail. Au programme de ce séjour, des entretiens approfondis avec IBK, avec son homologue François Hollande. Ibrahim Boubacar Keïta est également attendu au Quai d'Orsay où il doit s'entretenir avec le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Le chef de l'État aura également une séance de travail avec le président du Sénat français avant de se rendre à l'Assemblée nationale française. Mais avant, le chef de l'État a tenu à rencontrer cet après-midi la communauté malienne en France. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Brahima Koulibaly. Justement, depuis Paris, le président de la République a réagi à l'escalade de la violence que la ville de Tombouctou a connue. Ibrahim Boubacar Keïta se dit serein et invite les Maliens à la retenue à rester imperturbables. Rien ne saurait perturber l'agenda que nous nous sommes fixés pour l'apaisement et le retour de la paix au Mali. Il a souligné. Écoutons le président de la République au micro de Magamfin Konaté. Nous sommes dans un processus où il y aura des hauts et des bas. Ce qui est arrivé à Tombouctou est un de ces bas. Pour autant, nous restons sereins, imperturbables dans notre volonté d'apaisement, de dialogue constructif. C'est l'intérêt du pays et c'est tout ce que nous avons dans notre agenda. Nous n'avons pas laissé la violence dans notre agenda. Et nous voulons simplement mettre en garde contre ceux qui, manifestement, sont dérangés par la tournure des événements, qui nous avaient vu rencontrer récemment les représentants des groupes armés. Et cela semblait aller dans la bonne voie. Et ça semble tout aller dans la bonne voie. Il y a des difficultés de compréhension qui sont normales et habituelles en pareil cas, mais je reste optimiste. Je m'incline devant les victimes innocentes, fauchées encore par l'incompréhension, fauchées encore par ceux qui n'ont pas compris que le Mali tout entier, du nord au sud, d'est en ouest, veut définitivement tourner la page de la violence et s'atteler à la seule tâche qui convienne, le développement du Mali. Ils le sauront, car telle est la voie. Nous ne bougerons pas de ce point de vue. Donc nous restons sereins, imperturbables et appelons encore les uns et les autres à savoir raison garder. Tel est le seul avenir possible. Et en tout cas, le gouvernement mali est vigilant et prendra toutes les mesures de sauvegarde en accord avec nos alliés. C'est pour cela que j'ai continué sur Paris pour l'entretien qui sont pris avec le président Hollande pour que nos partenaires soient informés et sachent exactement où nous en sommes et ce que nous souhaitons et où nous allons aller.
Le président de la République au micro de Maganfi Konaté. Je vous le disais en titre, le ministre de la Sécurité, le général Sada Samaké, était en visite aujourd'hui à Tombouctou au lendemain de l'attentat à la voiture piégée qui a visé le camp militaire de Tombouctou. Sur place, le ministre a rencontré les forces de sécurité, les autorités administratives et politiques. Le récit de nos envoyés spéciaux, Awoy Touré et Aliou Kone. Je me trouve à l'endroit précis où le véhicule piégé a explosé. Tout Tombouctou a tremblé hier avec cet attentat qui a visé le camp militaire situé en plein centre. Une scène indescriptible selon les habitants. Les bâtiments publics, les maisons, les câbles électriques, la seule tribune officielle de la ville, tout s'est effondré. Et voilà que le ministre, à peine sorti de l'avion, était pressé d'aller voir et comprendre ce qui s'est réellement passé. Les checkpoints ont été les premiers endroits visités. Le constat, les checkpoints qui en principe doivent sécuriser l'entrée de la ville sont érigés de façon sommaire. Pour reprendre les mots du ministre, le dispositif est fragile et inadéquat, d'où la promesse ferme du ministre de procéder au renforcement sans délai du dispositif sécuritaire à ces endroits. Direction la mairie où le ministre Sada Samaké, entouré des chefs d'état-major de différents corps, a échangé avec les autorités administratives, municipales et les notabilités de la cité des 333 La population est sous le choc, mais déterminée à résister aux côtés des forces de défense et de sécurité. L'attaque, on le rappelle, a fait 2 morts civiles et 9 blessés militaires et civils. Les blessés ont reçu la visite de la délégation. Tous souffrent de traumatisme auditif, tellement la décharge était énorme. Et séance tenante, sur conseil du médecin traitant, le ministre a ramené dans son avion 3 de ses blessés. En quittant Tombouctou, l'alerte et la mobilisation étaient au maximum. Le général Sada Samaké, avec le temps qu'on lui connaît, a promis plus jamais ça dans la ville des 333 saints. Après cet attentat, chose qui était à craindre, on n'a pas pu le constater ici à Tombouctou. Le moral des hommes reste plus que jamais au beau fixe, renforcé. Ils se disent prêts à mourir pour défendre la patrie. Avant de quitter Tombouctou, le général Sada Samaké est revenu au micro de nos envoyés spéciaux sur la détermination et de l'accompagnement du gouvernement sur le retour définitif de la paix dans ces régions du Nord. Nous l'écoutons. Après cet attentat terroriste lâche perpétré par des hommes sans foi ni loi, il était du devoir du gouvernement de venir auprès des populations pour partager avec elles leurs souffrances et leurs inquiétudes. Et en même temps, les assurer de la ferme volonté du gouvernement de rechercher et de punir les responsables de ces actes. Nous avons, en marge de cette rencontre avec les populations, tenu une réunion avec les forces de sécurité pour faire d'abord l'évaluation de la situation et édicter de nouvelles mesures permettant d'éviter de pareilles situations. Je vous avoue que le message a bien passé. J'ai été très content de la réaction des populations de Tombouctou et je pense que dans les jours à venir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec ce qu'on a vécu hier, on est en mesure de dire que la situation n'est pas sous contrôle. Bon, on ne peut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle. Il y a des défaillances quand même qu'il faut avoir le courage de les reconnaître. Et très bientôt, le gouvernement a élaboré des mesures urgentes pour un redéploiement des forces et pallier à ce déficit sur le terrain. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans les jours à venir, nous allons envoyer des hommes sur le terrain, faire en sorte que, je dis, toutes les unités soient opérationnelles, augmenter la capacité opérationnelle des unités et faire face à toute éventualité. C'est là la raison pour laquelle je suis là et j'ai discuté avec les responsables des forces qui sont engagés et on va aller dans ce sens. Donc je peux parler au nom du ministre de la Défense pour dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que la situation soit maîtrisée. Et nous allons le faire, on n'a pas le choix. Et comment vous avez trouvé le moral des hommes? Très bon. Très bon, j'ai trouvé des hommes, malgré la durée de leur présence sur le terrain, qui sont à la tâche. J'ai trouvé des hommes disposés et disponibles pour pouvoir travailler. J'ai demandé aux chefs d'être plus près d'eux, de les réconforter. Bon, il y a un accompagnement qu'il faut faire à partir de Bamako. Nous allons faire cet accompagnement. Ils ont des difficultés qui m'ont évoqué. Il est de notre devoir maintenant de chercher à amoindrir ces difficultés. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça veut dire que c'est les hommes qui sont prêts à aller au charbon.
Suite à cet attentat, nous avons réussi ici à notre rédaction plusieurs réactions. D'abord, celle du comité exécutif de l'ADEMA PASJ, du collectif des ressortissants du Nord Coren, mais également de la coordination des associations de ressortissants des cercles de la région de Tombouctou. Tous condamnent cet attentat. À Kidal, l'explosion aujourd'hui dans un dépôt de munitions de la force Serval a fait craindre le spectre d'une attaque terroriste dans la ville. Il y a eu plus de peur que de mal. On ne signale aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Pour couper court à toute rumeur, le gouverneur de la région de Kidal, colonel Adama Kamisoko, a donné des précisions au téléphone avec Soumaïla Berté. Vers 11h30, il y a eu une explosion dans un dépôt de munitions dans la zone administrative, d'après les informations que j'ai reçues de Serval. Alors, il s'agit plutôt de l'explosion d'un obus et non d'un kamikaze? Non, c'est très loin. Je demande formellement, certains médias ont fait savoir que c'est un kamikaze qui s'est explosé. Non, je demande catégoriquement que ce n'est pas un kamikaze, mais c'est un dépôt de munitions. Et ce dépôt de munitions n'appartient pas à l'armée malienne. Je voulais donner aussi cette précision. Donc, je crois qu'avec la forte chaleur que nous avons aujourd'hui à Kidal, donc c'est ce qui fait qu'il y a une explosion au niveau des anciens magasins du PAM. Donc, c'est là-bas qu'il y a eu réellement cette explosion. Il n'y a pas eu de victimes? Oui, mais il n'y a pas eu de victimes. Il n'y a pas eu de victimes en vie humaine. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y avait même pas eu de présence aussi. Vous voyez que nous disons que c'est éventuellement la chaleur parce qu'il n'y a même pas de traces d'hommes à ce niveau. Donc, c'est du dégât matériel. En titre de ce journal, bientôt le chemin de l'école pour les élèves. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2013-2014 vont bon train. Pour s'en rendre compte, notre reporter Adama Kodjo a fait le tour dans quelques familles ici à Bamako et dans certains marchés de la capitale. Les prix des fournitures scolaires varient d'un point à l'autre. Voici son reportage. La rentrée scolaire 2013-2014 arrive à grands pas. Les parents d'élèves s'activent dans les préparatifs de la reprise du chemin de l'école. Une reprise qui est source d'inquiétude pour de nombreux parents d'élèves. Et pour cause, ils doivent faire face à des dépenses. Les rentrées scolaires sont toujours un sujet de souci pour nous les parents. Parce qu'il y a beaucoup de fournitures scolaires achetées. Et plus on a d'enfants, plus les fournitures scolaires seront nombreuses à acheter. Et il faut aussi penser aux frais d'inscription et de scolarité des enfants. Dans les familles Tangara et Sissé à Lafiabougou, les enfants sont déjà inscrits dans les écoles publiques où la scolarité est gratuite. Cependant, les parents évoquent les mêmes difficultés pour se procurer les fournitures scolaires. Nous n'avons pas encore préparé la rentrée scolaire. La date de la rentrée nous a surpris. Nous avons appris que la rentrée est prévue pour le 2 octobre. Chez nous, rien n'a été acheté pour les enfants qui doivent aller à l'école. Les enfants sont nombreux. Aujourd'hui, nous manquons de moyens et nous souhaitons l'appui des autorités dans l'achat des fournitures. Nous nous préparons pour les fournitures des enfants. Cette année, les choses sont plus difficiles. Nous ferons tout pour que les enfants aillent à l'école. Je suis déjà allé me renseigner sur leur situation scolaire. Cependant, je n'ai rien acheté pour eux. Les élèves rencontrés en possession de leurs fournitures scolaires ne cachent pas leur joie. Mes parents ont déjà acheté les fournitures scolaires. Maintenant, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous puissions bien travailler à l'école et qu'on puisse avoir des prix et de bonnes notes pour qu'on puisse les faire plaisir. Je suis contente parce que c'est la rentrée et que les vacances, nous nous ennuyons. C'est la première fois que je vais faire le sango cycle. Je ne sais pas comment seront les maîtres avec moi. Les fournitures scolaires ont coûté cher. Quand vous achetez en gros, le prix est plus abordable que quand vous achetez en petit détail. Et aussi le fait de connaître un fournisseur, c'est-à-dire être un client attitré d'un fournisseur, peut faire en sorte que le commerçant peut vous vendre ses fournitures à un prix beaucoup plus abordable que si vous étiez un parfait inconnu.
Chez les libraires du grand marché de Bamako, les parents d'élèves ne se bousculent pas pour l'achat des fournitures. Les cahiers coûtent 100 à 1250 francs CFA, les sacs 1000 à 4000 francs. On va toujours se comprendre avec les parents d'élèves, on diminue, on augmente et puis on arrivera à s'arranger sur le prix. Ça dépend des qualités. Bon, cette année, quand même, il y a de nouvelles qualités. En fonction de ça, le prix peut varier. Sinon, comparativement, si quelqu'un qui prend les anciennes fournitures de l'année dernière, par rapport à cette année, les prix sont les mêmes. Prêts ou pas pour la rentrée scolaire 2013-2014, les parents d'élèves formulent les vœux d'une année scolaire apaisée et réussie. De l'éducation, nous passons à la santé. Aujourd'hui, 29 septembre, c'est la journée mondiale consacrée à la santé du cœur. Le thème retenu est prendre la route vers un cœur en bonne santé. Au Mali, plus de 30% des activités au niveau des services de santé sont réservées aux maladies cardiovasculaires. L'obésité, la consommation du tabac et le manque d'exercice physique en sont les principales causes de cette maladie. Alpha Maïga. Le cœur est un organe creux et musculaire qui assure la circulation du sang. Et comme tous les organes du corps humain, le cœur est exposé à des maladies. C'est ainsi qu'une journée lui est consacrée. La journée mondiale du cœur est organisée le 29 septembre de chaque année. Elle vise à mieux faire connaître au public les facteurs de risque de ces maladies ainsi que les moyens de les combattre. Il représente essentiellement l'hypertension artérielle, le diabète. Vous avez l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire le taux de graisse élevé dans le sang. Vous avez le tabagisme. Vous avez l'obésité, c'est-à-dire qu'il faut un changement de mode de vie. Il faut éviter de fumer, ne pas fumer, éviter de boire trop d'alcool, faire de l'activité physique régulière, modérée. Les différentes maladies liées au cœur se déclarent à des âges de plus en plus précoces, situation qui devient alarmante. C'est pourquoi le thème de cette année est axé sur les enfants, les adolescents et les femmes. Prendre la route vers un cœur en bonne santé, c'est-à-dire qu'il faut dès maintenant, le plus tôt possible, essayer de prendre des mesures dans sa vie de tous les jours pour qu'on ne soit pas victime de ces maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux font 17 millions de victimes chaque année. Dans 7 ans, selon les statistiques, elles seront seules la cause de 50% de décès si rien n'est fait. Santé toujours, la journée scientifique de l'association d'odontostomatologistes du Mali, c'était hier. Cette année, elle est placée sous le thème responsabilité médicale et pratique en odontostomatologie. Elle vise à améliorer les pratiques de l'odontostomatologie et à sensibiliser les patients au respect du code d'éthique et de la profession. Moussa Fane. Responsabilité médicale et pratique en odontostomatologie, c'est le thème de cette journée de l'association des odontostomatologistes du Mali. Thème qui sera largement débattu à travers des conférences et expositions. La rencontre va permettre aux professionnels de la santé bucco-dentaire d'enrichir leurs connaissances afin d'améliorer les prestations dans les services de santé. La présente journée scientifique s'inscrit dans le cadre de la mise en place du plan d'action de l'AOSMA et vise à l'amélioration des pratiques dans les domaines de l'odontostomatologie et la sensibilisation des praticiens au respect du code d'éthique et de la déontologie de la profession et sur la responsabilité professionnelle des praticiens vis-à-vis de leurs patients. Pour répondre aux attentes des patients, le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les odontostomatologistes à se conformer aux lois et règlements du pays en matière de santé. Aujourd'hui, avec les changements prônés par les nouvelles autorités, ces exigences seront encore plus grandes, surtout dans un secteur aussi sensible que la santé. En conséquence, les professionnels de santé doivent aussi évoluer avec ce nouveau contexte et le changement annoncé. Au cours de cette journée, l'association a remis des produits dentaires contre les caries et des sacs d'écoliers à la mairie de la commune 4 de Bamako. Les kits sont destinés aux victimes des inondations dans la dite commune. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement, c'est la nouvelle structure qui vient de voir le jour. Elle œuvre pour la cause des démunis. Son budget s'élève à 1 milliard de francs CFA. C'est ce que nous dit Alpha Maïga.
Ce sont des versets du Saint-Coran qui annoncent ainsi le lancement officiel d'une nouvelle fondation. Il s'agit de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement. Et pour l'instant, ces domaines d'intervention sont connus. Et elle a un programme d'activité qui comporte 5 volets. Le premier volet porte sur l'adoration, le soutien à la religion à travers la construction de 3 mosquées. Le second volet porte sur la santé. Et le troisième volet, qui est un volet significatif pour notre pays, porte sur l'éducation. La quatrième activité, ce sont les activités humanitaires. Et la dernière activité, c'est une activité d'investissement pour générer des revenus afin que la fondation puisse se prendre en charge. La nouvelle fondation vise surtout à fédérer et harmoniser les actions de bienfaisance et de solidarité d'hommes d'affaires et leaders maliens. Les groupes cibles sont les citoyens qui se trouvent dans les besoins de tout ordre, d'où l'appel du président de la fondation. Je lance un appel à tous les Maliens de différents bords et religieux d'apporter leur contribution pour qu'ensemble nous aidons les démunis. Séance tenante, au cours de la cérémonie, plus de 20 millions de francs CFA ont été collectés. Tout cela ensemble pour un Mali développé, généreux et digne. En 5e région, là-bas, l'association des groupements villageois féminins de Bandiagara vient de procéder au lancement du projet Faciliter l'accès des populations au service rural de Wadouba, cercle de Bandiagara. Pour un coût de plus de 29 millions de francs CFA, le projet a pour objectif d'améliorer les conditions socio-sanitaires des populations de la commune de Wadouba. Nous retrouvons depuis Mopti le reportage de Aminata Touré. Pour un coût de plus de 29 millions de francs CFA et une durée de 15 mois, le projet Faciliter l'accès des populations aux services sanitaires de base qui vient d'être lancé est une initiative de l'ONG AJVF, l'association des groupements villageois féminins, avec PAOSC-D, programme d'appui aux organisations de la société civile. Le présent projet a pour objectif d'appui à l'amélioration des conditions socio-sanitaires des populations de la commune de Wadouba. Nous nous engagerons, corps et âme, plus jamais dans la commune qu'une femme ne meurt en donnant la vie. Les autorités communales ont salué cette initiative qui permettra de désenclaver les 48 villages et 26 hameaux de culture de la commune rurale de Wadouba. Pour le sous-préfet de Kanigoguna, la réussite de ce projet dépendra nécessairement de l'information et la sensibilisation des bénéficiaires en vue de leur mobilisation. D'une région à une autre, d'un lancement à un autre, lancement du projet d'appui à la sécurité alimentaire des populations d'Arabou à travers la gestion des banques de céréales. Cela se passe à Gao. Ce projet vise à assurer une disponibilité permanente des céréales à un prix abordable. Initié par l'association Gagaï Arabou, il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile. Boubacar Bablin Touré. Après la libération de la zone, il était urgent de faire face aux défis, surtout celui de la sécurité alimentaire, d'où ce projet d'appui en faveur des populations du village d'Arhabou. La mise sur pied d'une banque de céréales et sa gestion en sont le contenu de cette initiative de l'association Gagaï d'Arhabou par le biais du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSC-2. Les conséquences de la détérioration du système sécuritaire au Mali et l'éclatement de la guerre en 2013 ont aggravé les conditions de vie des populations du nord du Mali. Il s'agit d'approvisionner régulièrement en céréales 314 ménages du village d'Arhabou. D'une durée de 6 mois, ce projet a bénéficié d'un montant de plus de 29 millions de francs CFA qui a permis l'achat d'un stock de 60 tonnes de céréales, la réhabilitation des magasins, la formation des acteurs chargés de la gestion de la banque de céréales, entre autres. Financé par l'Union européenne, le Danemark, le Canada, la Suisse et la Suède, il vise à assurer une disponibilité permanente de céréales. L'ouverture de ce nouveau chantier, qui est l'approvisionnement des populations du village en denrées de première nécessité et à moindre coût après 9 mois d'occupation, vient encore nous confirmer l'importance d'un tel éveil pour l'accompagnement de l'État dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La cérémonie de lancement a été sanctionnée par la visite de la banque de céréales déjà ouverte.
Direction Ségou sur place, le réseau culturel KIA vient de mettre à la disposition des artistes et autres acteurs de la culture un fonds d'appui pour les aider à mieux relancer leurs activités. Le lancement de ce fonds a eu lieu samedi dernier de Ségou. Les détails, c'est avec Honoré Tchenou. Les réseaux culturels KIA, dans le souci d'aider les artistes et acteurs culturels par l'amélioration de leurs conditions de travail, met à la disposition de ceux-ci un fonds d'appui à titre de solidarité et de crédit sans intérêt pendant cette période post-crise. La présente cérémonie consacre donc le lancement de ce fonds de solidarité dénommé Fonds Maya. C'est une initiative du réseau KIA des acteurs culturels du Mali lors de leur session en mai 2012. Égard à la crise qui frappait le pays, les acteurs se sont réunis à Ségou pour initier un programme qu'on a appelé un programme, une vision, une action pour bâtir l'avenir. Donc ce programme a abouti sur 10 projets et justement le Fonds Maya est un des projets phares de ce programme. Nous assistons à la naissance d'un secteur privé au niveau de la société qui travaille en collaboration avec la culture, mais d'une manière très franche. Et nous sommes totalement satisfaits et nous pensons pouvoir faire le maximum pour soutenir cette opération. Auparavant, le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, Oumar Baba Sidibé, avait invité les artistes et acteurs culturels du Mali à continuer à fédérer leurs efforts et à œuvrer pour une meilleure structuration de leur domaine afin de restaurer, selon lui, l'image des marques du Mali dans le domaine de l'art et de la culture. En 4e région, toujours l'ONG World Vision célèbre les 20 ans de partenariat avec les communautés de la zone de développement sectoriel de Djeri. L'événement, dénommé cérémonie d'appropriation par les populations des réalisations faites par World Vision, a été une occasion pour faire un inventaire de nombreux acquis de l'ONG dans plusieurs secteurs comme la sécurité alimentaire et l'éducation. Kandé Silla. Le Nyoron de Djakourna, les balafonists de Bunumba ou les chasseurs, rien n'a été négligé à Djeli dans l'ère de développement sectoriel de World Vision ADP Djeli pour marquer les 20 ans de partenariat entre l'ONG et les communautés de 4 communes que couvre l'ADP. Nous avons pu construire 79 salles de classe et 22 centres d'alphabétisation afin de faciliter l'accès des enfants à l'école. Chaque année, les enseignants reçoivent des formations pédagogiques en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ainsi, le taux de fréquentation est passé de 17,2% en 1995 à 48% en 2012. Aussi, le parrainage des enfants aura permis de toucher plus de 6530 enfants. À cela s'ajoute la réalisation des travaux d'aménagement de la plaine de Konosso pour plus de 107 millions de francs CFA. La pérennisation de ces réalisations n'est certes pas au-dessus de vos forces, mais elle requiert indubitablement de chacun et de tous des efforts, du sacrifice et du don de soi. En recevant le Tiwara, symbole des 20 ans de partenariat, le doyen des maires des 4 communes a assuré de faire leur ces différentes réalisations et en tirer le plus grand bénéfice. Kilomètres de là à des milliers de kilomètres de là, à 2013, la Commission nationale d'encadrement entend améliorer la qualité des repas des pèlerins. C'est pourquoi elle a rencontré le prestataire signataire du contrat. À l'issue de l'entretien, le président de la sous-commission restauration, Sambou Ladi Djabi, s'est dit satisfait de l'engagement pris par le prestataire. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux, Abdraman Keita, Brahima Touré et Niaza Koulibaly. Chaque année, même indépendamment des observations, nous rendons visite de courtoisie aux prestataires, c'est-à-dire aux restaurateurs. Mais cette année, nous avons couplé les deux, c'est-à-dire nos observations par rapport au repas servi et la visite de courtoisie. Donc, au cours de cette visite, nous avons procédé d'abord à la visite des installations. Après la visite des installations, des explications, nous avons tenu une petite séance de travail au cours de laquelle il y a eu des échanges très fructueux. Sur le contrat et ensuite sur la quantité et la qualité. Et vous êtes rendu compte que le prestataire s'est engagé à améliorer la qualité et la quantité. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous sortons satisfaits de cette visite, compte tenu des engagements pris par le restaurateur, à savoir améliorer la qualité et augmenter aussi la quantité. C'est notre souhait. L'engagement est valable aussi bien à Médine qu'à la Mecque.
Retour ici à Bamako pour parler de la 34e promotion du centre d'orientation professionnelle de coupe et couture baptisé Rotary Club Bamako Kanou. La cérémonie qui consacre sa sortie s'est déroulée vendredi dernier au centre islamique de Hamdalaï. Reportage Nouhoum Sissoko. Cette 34e promotion du centre d'orientation professionnelle de coupe et couture baptisé Rotary Club Bamako Kanou compte 94 apprenantes. Des jeunes filles qui 3 ans durant ont appris les techniques de la coupe et couture. Les 3 premières ont reçu chacune une machine à coudre en guise de récompense. L'objectif de COPEC, c'est offrir la possibilité aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et celles dont les études ont été écourtées pour diverses raisons de préparer un métier pour gagner leur vie. Pour le chef de cabinet du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, ces produits du centre sont censés valoriser la culture africaine. C'est la création que nous allons célébrer. C'est l'art vestimentaire à partir du coton que nous allons promouvoir. C'est la culture africaine que nous allons revisiter. Le centre d'orientation professionnelle de coupe et couture a remis des bourses de formation au club de Rotary, aux associations féminines APDF et CAFO et au service social des armées. La cérémonie a aussi été marquée par une animation de la fanfare nationale. Remise de vivres par la fondation Ashkar aux sinistrés de Koulikoro et Bamako, victimes des inondations. Ce geste de cœur vise à couvrir les besoins des sinistrés pendant un bon moment de l'année. C'est là donc un geste de solidarité de la fondation Ashkar aux victimes des pluies diluviennes qui sont abattues sur les 2 villes. Voilà, remise de vivres par la fondation Ashkar aux sinistrés de Koulikoro et Bamako, victimes des inondations. Voilà. Parlons à présent de la divagation des animaux qui est un phénomène très fréquent en cette période, une situation qui est à l'origine de beaucoup d'accidents. Malgré les messages de sensibilisation et les mesures contre la divagation des animaux, le phénomène perdure. Un dossier signé Fatoumata Koni. En cette période hivernale, la circulation à Bamako et ses périphéries est pleine d'embûches, des obstacles causés surtout par la divagation des animaux. À travers la transhumance, ils quittent certains endroits pour aller à d'autres, ou bien ils quittent même le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle la transhumance transfrontalière. Et c'est dans ces cas de transhumance-là qu'il y a souvent de sérieux problèmes. L'hivernage, période propice pour les animaux d'aller à la recherche du foin ou des feuilles de légumes dans les marchés. Raison pour laquelle les animaux domestiques se démêlent souvent du reste du troupeau pour la quête de l'herbe qui pousse un peu partout, ce qui n'est pas sans danger. Au niveau du district de Bamako, on devait placer tous les soirs, à partir de 17h, les animaux quittent Niamana pour aller à l'abattoir de Sivalioukou. Ils quittent Niamana pour aller à Sanfil. Ils quittent Niamana pour aller à Kanadjigila. Donc, en principe, on doit avoir un chemin que ces animaux doivent emprunter. Le plus grand danger pour tout usager est l'occupation de l'autoroute par un âne, un chien qui faufile entre les véhicules ou encore une vache qu'on croise à l'aube dans un virage parmi tant d'autres. Un phénomène malheureux mais fréquent dans certains quartiers de la capitale ou périphérie de Bamako. Ce qui cause le plus du tort aux usagers sont des chiens et des ânes. Pourtant, les animaux qui divaguent dans la ville ont des propriétaires, mais difficile de les retrouver en cas d'incident causé par ceux-ci. Juste par le seul fait qu'un chien traverse la route ou bien un mouton ou une chèvre, un conducteur d'engin à 2 roues percute et tombe, on doit faire le constat. La plupart des cas, le propriétaire refuse la propriété d'un animal. Nous enregistrons ce cas comme c'était un cas d'accident de la circulation routière. À travers le district de Bamako, nous pouvons enregistrer 2 cas à 3 cas par jour. Au Mali, il existe une loi qui sanctionne les propriétaires d'animaux errant dans la circulation. En cas d'arrestation d'un animal, il faut payer une taxe de fourrière. Elle va de 300 à 1500 francs, donc par tête et par jour. Donc il y a un délai d'attente aussi de 8 jours qui sont observés. Et passé ce délai de 8 jours,
La mairie se doit de mettre l'animal en vente aux enchères. Pour éviter ces accidents, le respect des mesures existantes s'impose. L'article 317 du Code pénal a prévu que les personnes qui auront lâché dans la nature ces animaux-là causent des dommages à autrui. Ils seront poursuivis d'une peine d'emprisonnement de 11 jours à 6 mois et d'une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA. L'État a fait sa partition, mais c'est aux collectivités de faire leur part de la chose. Donc chaque collectivité doit normalement avoir sa fourrière. Les animaux ont besoin d'un espace approprié pour vivre. Cela permettra peut-être de réduire le taux d'accidents sur la route. Le grand format de cette édition fait le portrait croisé de Maïmouna Hélène Diarra et de Tenema Sanogo dit l'accident, deux hommes de culture. Ces personnages sont très fréquents dans les films, les spots et les scènes de spectacle à travers le pays. Maïmouna Hélène Diarra est fonctionnaire de l'État en service à l'ORTM et évolue en solo. Le second, lui, travaille au sein du GIE culturel Nyogolon. Tous deux sont sortants de l'Institut national des arts de Bamako, INA, et en commun, sur le plan professionnel, des points communs. Quand on les rencontre, le rire est garanti. Dossier signé Cheikh Oumar Sangari. Tenema Sanogo, comme il m'a appelé l'accident, et je crois qu'on a un point commun. Un point commun parce que c'est quelqu'un qui a le naturel dans le sang. Il joue naturellement. Très simplement, ça passe. Des points communs, je dirais oui. Parce que Hélène fait le travail avec sérieux. Donc, partant de là, je dirais quand même qu'on a des points communs. Ils reconnaissent tous avoir des points communs. Oui. Tous deux sont scéniques et aiment incarner des personnages de caractère. Maïmouna Hélène Diarra est originaire de Ségou, précisément du quartier Bougoufié appelé aussi Bamanaki. Ancienne pensionnaire de l'école de la mission de Ségou, Maïmouna Hélène décroche en 1975 le DF, diplôme d'études fondamentales au collège des Sangs. Et c'est dans son sang adoptif qu'elle découvre le théâtre scénique avec le groupe dramatique. Je faisais déjà la 9e. Et il y a le groupe dramatique qui est passé par là. Quand je les ai vus jouer à ça m'a donné la passion, ça m'a donné l'envie d'aller au théâtre. Quant à Tenema Sanogo, affectueusement appelé l'accident ou Zantiki par ses fans, il est de Sikasso. Né en 1963, il fréquente l'école de la mission catholique et l'école Tchaba de Sikasso. C'est là que le jeune Sénoufo trouve goût à la comédie à travers le théâtre scolaire. On avait une association là-bas, une association qui s'appelait les Amis de Kizito. On faisait plusieurs activités sportives et culturelles. Donc c'est de là que j'ai un peu pris goût au théâtre. Tenema réussit au DF à l'école d'Amdalaï Marché en 1982 ici à Bamako. Par le destin, les deux se retrouvent à l'INA, l'Institut national des arts. Ils ont tous fait la section art dramatique, mais en des promotions différentes. Sur scène, Tenema Sanogo du groupe Nyogolon interprète généralement un personnage autoritaire, comme dans le trio L'accident, Amadi et Dougoutiki. Tu ne vas pas dans un village où il n'y a pas de chef de village. Tu ne vas pas dans un village où tu trouveras pratiquement pas d'anciens combattants. Il y a des peuls. Donc, c'est des personnages qu'on retrouve dans nos villages naturellement. Maïmouna Hélène incarne des personnages souvent très délicats. Mais moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que je sais que ce n'est pas ma nature. Mais c'est quelque chose que j'interprète. Nos deux artistes comédiens pratiquent ce métier sans complexe, avec sérieux et détermination, d'où leur succès. Et si tu fais semblant de jouir et que tout le monde sait que tu fais semblant, mais ça ne touche personne. Mais il faut se mettre à la place de la personne, de ce que tu joues. Tu te mets dans la peau, c'est l'intérieur qui joue. Un texte de film ou de spectacle qu'on doit rendre demain. Moi, je passe toute ma nuit à prendre ce texte, à me mettre dans la peau du personnage que je dois incarner demain. Tenema Sanogo et Salimata Sidibé, une autre comédienne, sont mariés. Ils ont des enfants et évoluent sur scène et dans le même groupe sans gêne. C'est à Dina qu'on s'est connus. Elle est professionnelle comme je suis professionnel.
côté foyer, la chance n'a pas encore souri à Maïmouna Hélène Diarra, mais là-dessus, elle a sa philosophie. Je suis célibataire, ça me gêne pas. Et pour ce qui concerne des enfants, jamais. J'ai des enfants, parce que les enfants de mes parents sont mes enfants. Je ne me plains pas sur ce point du tout. Pas du tout. Maïmouna Hélène Diarra dit, je cite, en comédie, quand tu forces, tu t'enfonces. Elle rejoint ainsi Jean Villard qui dit, on ne devient pas artiste, mais on est artiste. Pour rencontrer Maïmouna Hélène Diarra, il vous suffit tout simplement de faire un tour à l'ORTM. Autre talent cette fois-ci en sport, basketball. L'Angola, sacrée championne d'Afrique en finale de l'Afro-Basket. Les Angolaises ont battu cet après-midi le Mozambique 64-61. Après prolongation, l'Angola et le Mozambique représenteront les couleurs de l'Afrique au prochain championnat du monde féminin qui aura lieu en Turquie en 2014. Le Mali a occupé la 5e place après sa victoire 57-50 devant le Nigeria. Les aigles basketteuses sauvent ainsi leur place au prochain Afro-Basket féminin. Nous parlons à présent de livres à retrouver désormais dans vos kiosques et librairies. Ce livre Debout sur les remparts sauvant le Mali, une œuvre de Amadou Seydou Traoré. C'est une contribution de cet instituteur et professeur d'enseignement secondaire général à l'œuvre de reconstruction nationale. Dans ce livre, Amadou Seydou Traoré fait une série de contributions à l'instauration et à la consolidation de la paix sociale. Rappelons que Amadou Seydou Traoré a été cumulativement directeur général de la librairie populaire du Mali, de l'imprimerie nationale et des éditions populaires du Mali. Avant de nous quitter, quelques annonces, questions d'actualité. De ce dimanche 29 septembre 2013 est consacré au commerce transfrontalier en général et des céréales en particulier. Les invités de Moïse Traoré sont Sayou Ogirou, consultant du projet Initiative intégrée pour la croissance économique, Aruna Nyang, consultant pour ce même projet. Troisième invité, Mamadou Traoré, chef du bureau de douane Bamako. Question d'actualité, c'est juste après ce journal. Après donc question d'actualité, vous pourrez suivre votre émission itinéraire qui reçoit aujourd'hui Madame Sissé Fatima Kouyaté, directrice générale de l'agence de voyage et du tourisme Timbuktu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h, 13h. Mohamed Touré. Et pour les éditions du soir, retrouvez Awoy Touré. Pour plus d'informations, visitez notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.